Dans un petit village reculé, perdu au cœur de la forêt africaine, vivait un couple et leur toute jeune fille, Anaïs. Elle était leur premier enfant, et pourtant, au lieu de représenter pour eux la promesse d'un avenir radieux, Anaïs devenait source de troubles. La petite fille, âgée de 9 mois à peine, pleurait jour et nuit, sans jamais s'arrêter. Ses cris perçaient le silence des nuits et troublaient la tranquillité des jours. Les cris de la petite Anaïs commençaient à mettre tout le village mal à l'aise. Un soir, alors que le soleil déclinait et que les ombres des arbres s'allongeaient sur le sol, un groupe de villageois se rassembla devant la maison du couple. Ils avaient des regards sombres, les visages marqués par la peur et le doute. « Cet enfant n'est pas normal, disait-il. Elle est habitée par un esprit malfaisant, un esprit qui dérange la paix de notre village. » Des superstitions s'étaient installées. Pour eux, les pleurs incessants d'Anaïs étaient un mauvais présage. Sous cette pression et déjà épuisés par les nuits sans sommeil, les parents d'Anaïs commencèrent à douter de leur fille. Ils étaient simples et superstitieux, comme beaucoup dans le village, et les mots de leurs voisins résonnaient en eux comme des vérités indiscutables. Alors, une pensée horrible émergea en eux, d'abord comme un murmure, puis comme une certitude. Pour protéger leur vie et calmer le village, il fallait abandonner Anaïs. Par une nuit où la lune brillait, froide et impassible, les parents d'Anaïs enveloppèrent la petite dans une couverture. Ils marchèrent, silencieux, en direction de la forêt profonde. Autour d'eux, les arbres se dressaient comme des juges muets, leurs branches semblant tendre des doigts accusateurs. Arrivés au pied d'un grand arbre sacré, symbole de l'ancienneté et du mystère des lieux, ils déposèrent leur fille. Elle continuait de pleurer, ignorant tout de ce qu'on lui faisait, de la trahison, de l'abandon. La mère étouffa un sanglot, hésita, mais le père posa une main ferme sur son épaule et la tira en arrière. Ils firent demi-tour, s'éloignant sous le regard de l'arbre silencieux. Et alors que les pleurs d'Anaïs s'éloignaient, se confondant avec les bruissements nocturnes, un étrange calme s'installa dans la forêt, comme si celle-ci veillait maintenant sur elle. Les jours passèrent, et Anaïs resta seule, son petit corps fragile exposé au vent, aux bêtes, et à la pluie. Mais étrangement, aucun animal ne lui fit de mal. Le grand arbre sacré, au-dessus d'elle, semblait étendre ses branches comme un manteau protecteur. Les oiseaux venaient picorer près d'elle, chantant pour l'apaiser. La forêt, silencieuse et ancienne, avait pris Anaïs sous sa garde. Ainsi, la petite fille survécut, abandonnée mais miraculeusement protégée. Ses pleurs, devenus plus faibles, continuaient de résonner entre les arbres, éveillant l'écho mystérieux de la nature elle-même. Les jours succédèrent aux nuits, et dans les profondeurs de la forêt, les pleurs d'Anaïs résonnaient encore, de plus en plus faibles, comme un écho perdu entre les arbres géants. Elle avait été abandonnée au pied du grand arbre sacré, et pourtant, elle vivait toujours. Ses cris avaient pris un timbre rauque, mais elle pleurait encore, comme si quelque force invisible l'animait, un instinct de survie que même les tout-petits possèdent. Les animaux s'approchaient de la petite Anaïs, non pas pour l'effrayer, mais comme pour comprendre cette étrange créature humaine laissée là. Des oiseaux colorés venaient se poser près d'elle, observant son visage délicat de leurs petits yeux perçants. Ils chantaient pour elle, comme pour la calmer, enroulant leur chant autour de ses larmes. Un singe curieux, probablement attiré par l'éclat de ses yeux mouillés, lui apportait régulièrement des fruits cueillis dans les hauteurs des arbres. Au début, Anaïs pleurait encore plus fort en voyant ces créatures étranges qui s'approchaient d'elle. Mais, peu à peu, elle s'habituait à leur présence apaisante, leurs mouvements lents et leurs regards doux. Les animaux semblaient veiller sur elle, presque comme si la forêt elle-même s'était sentie responsable de son sort. Pendant ce temps, dans le village, on parlait encore d'Anaïs. Certains murmuraient que la forêt l'avait prise pour calmer les esprits, d'autres, moins superstitieux, parlaient de remords et de regrets, mais personne n'osait vraiment retourner là-bas pour savoir ce qu'il en était. Un matin, alors que le soleil perçait à travers le feuillage dense, éclairant le visage d'Anaïs de rayons dorés, un chasseur, vêtu de vêtements en peau tannée et armé d'une lance de bois, passait par ce chemin reculé de la forêt. Il était là pour pister un gibier lorsqu'un son étrange parvint à ses oreilles, un cri d'enfant. Interloqué, il s'arrêta, tendant l'oreille. Qui aurait pu abandonner un enfant dans ces bois profonds et dangereux? Guidé par les faibles pleurs, il découvrit, entre les racines noueuses de l'arbre sacré, une petite silhouette enveloppée de haillons. C'était une petite fille aux yeux encore remplis de larmes, mais dont le regard semblait percer le chasseur comme si elle l'attendait depuis toujours. Les animaux qu'il avait protégés jusque-là s'éloignèrent en silence, comme s'ils comprenaient que leur mission était désormais achevée. Le chasseur s'agenouilla près de la petite, ému par cette scène mystérieuse et poignante. Il la prit délicatement dans ses bras, enveloppant son petit corps froid contre sa chaleur. Anaïs se blottit contre lui, comme si elle avait enfin trouvé le réconfort qu'elle cherchait. Un instant, il regarda autour de lui, sentant presque la présence silencieuse de la forêt, comme un témoin muet de cet abandon et de ce sauvetage. Il ramena Anaïs avec lui, décidé à prendre soin d'elle. Dès lors, il lui donna un foyer, des vêtements, et, par-dessus tout, un amour sincère et bienveillant. Dans le cœur de l'enfant, un vide profond s'était formé,
mais à chaque jour qui passait, la chaleur du chasseur comblait peu à peu ce manque. Ainsi, Anaïs grandit loin du village qu'il avait rejeté, au milieu des arbres et des chants d'oiseaux, entourée par l'amour de cet homme au grand cœur. Les années passèrent, et Anaïs devint une jeune femme pleine de grâce, belle comme les fleurs sauvages de la forêt, douce comme l'eau des rivières, et forte comme les racines du grand arbre sacré sous lequel elle avait été retrouvée. Elle avait grandi sous l'aile protectrice du chasseur, qu'il avait traitée comme sa propre fille, lui enseignant les secrets de la nature, les chants des oiseaux, et l'art de vivre en harmonie avec les êtres qui peuplaient les bois. En elle, on percevait quelque chose d'énigmatique et fascinant, un mystère qui la reliait au cœur même de la forêt. Au village voisin, les rumeurs sur cette jeune femme d'une beauté hors du commun s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Elle n'était pas comme les autres. Elle semblait posséder un éclat presque surnaturel, comme si les esprits de la forêt l'avaient bénie. Sa renommée parvint jusqu'aux oreilles d'un prince du royaume, un jeune homme curieux, audacieux, mais aussi sage et réfléchi. Intrigué par cette histoire d'une enfant retrouvée sous un arbre sacré et élevée dans la nature, il décida d'aller voir cette merveille par lui-même. Un jour, le prince quitta son palais et entreprit un long voyage pour rencontrer Anaïs. Il arriva en pleine clairière, vêtu d'étoffes somptueuses et accompagné d'une petite escorte. Mais dès qu'il aperçut Anaïs, il en fut bouleversé. La jeune femme portait une simple robe de lin, ses cheveux s'enroulant autour de ses épaules comme des lianes, et son sourire était aussi lumineux que le lever du soleil. Autour d'elle, les animaux semblaient comme attirés par sa présence, se tenant proches, mais respectueux. Le prince s'approcha avec humilité, les yeux brillants d'admiration. Il entama la conversation, et bien vite, ils échangèrent des paroles, leurs voix se fondant dans le murmure de la forêt. Anaïs, d'abord timide, se détendit peu à peu, répondant avec douceur et sagesse, parlant de la nature, des plantes médicinales, des secrets des bois. Le prince fut séduit non seulement par sa beauté, mais par son âme, qui semblait tissée de lumière et de mystère. Après plusieurs rencontres secrètes, le prince, profondément amoureux, demanda la main d'Anaïs. Le chasseur, bien que le cœur serré à l'idée de voir partir celle qu'il avait élevée comme sa fille, donna sa bénédiction. Ainsi, Anaïs quitta la forêt qu'il avait abritée toute sa vie, pour entrer dans un nouveau monde, celui de la cour royale. Le mariage fut célébré avec faste. Anaïs devint princesse et gagna le respect et l'admiration du royaume. Sa gentillesse et sa sagesse l'aidaient à régner avec bienveillance aux côtés de son époux. Elle apporta une prospérité nouvelle au royaume, inspirant les gens par son histoire et son humilité. Le peuple disait qu'elle était une bénédiction, une fille des esprits de la forêt venue apaiser les cœurs et porter chance. Cependant, malgré cette vie de richesse et de bonheur, Anaïs ressentait parfois une pointe de mélancolie. Dans le secret de ses pensées, elle se souvenait du village qu'il avait rejeté, de ses parents qu'il avait laissés seuls dans les bois. Un jour, la nostalgie et le désir de comprendre son passé devinrent trop forts pour être ignorés. Elle décida qu'il était temps de retourner là-bas, de faire face aux souvenirs douloureux et, peut-être, de trouver des réponses. Accompagnée d'une petite suite, elle se prépara pour son voyage, décidée à retrouver ceux qui l'avaient abandonnée. Le matin du départ, un voile de brume recouvrait la forêt, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle en sentant le retour d'Anaïs. Elle avançait à cheval, droite et noble, son cœur battant d'émotions contradictoires. Derrière elle, quelques gardes la suivaient à distance, mais elle avait insisté pour voyager sans grande escorte. Ce voyage devait être un retour aux racines, une rencontre intime avec son passé. Lorsqu'elle arriva à l'entrée du village, les villageois, surpris, levèrent les yeux vers elle. Ils ne la reconnurent pas immédiatement, cette femme magnifique et élégante qui portait les symboles de la royauté, mais certains murmuraient déjà, reconnaissant peut-être ce visage empreint d'un regard perçant, profond comme les ombres de la forêt. Un vieil homme s'avança timidement, puis tomba à genoux devant elle. « Est-ce toi, Anaïs » balbutia-t-il, la voix tremblante. Elle acquiesça en silence, et à cet instant, un frisson parcourut la foule. C'était bien elle, l'enfant que le village avait jadis jugée maudite, celle qu'ils avaient abandonnée sans un remords. Mais elle était revenue, resplendissante, habitée d'une puissance silencieuse qui imposait le respect. Les villageois s'écartèrent, ouvrant un chemin silencieux, tandis qu'Anaïs avançait vers la maison de son enfance. Elle entra dans la modeste demeure où elle avait passé ses premiers mois, mais la maison était désormais vide, froide, presque en ruine. Après un moment de silence, une femme l'approcha, l'air coupable, et lui dit que son père vivait dans une hutte de fortune, abandonné par sa femme et rongé par la maladie. Guidée par cette femme, Anaïs se dirigea vers une maison en bordure du village, là où les villageois avaient relégué son père, maintenant affaibli et délaissé. En arrivant, elle vit une silhouette frêle, assise près d'un feu mourant, l'air hagard et éteint. Son père, amaigri et usé par la vie, leva lentement les yeux vers elle, et un éclat de reconnaissance brilla dans son regard fatigué. « Anaïs, ma fille » murmura-t-il, incrédule, les larmes coulant sur ses joues ridées. Il tendit une main tremblante vers elle, comme pour s'assurer que ce n'était pas une illusion. Anaïs s'agenouilla devant lui,
et tout en lui tenant la main, elle sentit son cœur se serrer. Malgré l'abandon, malgré la douleur, elle ne ressentait aucune rancune, seulement de la pitié et un profond désir de lui pardonner. Elle écouta son père, qui lui raconta, d'une voix brisée, les remords qu'il avait hantés toute sa vie, la honte et la tristesse qu'il avait consumée depuis le jour de son abandon. Elle apprit aussi que sa mère l'avait quitté, partant vivre avec un autre homme du village dès que la maladie avait affaibli son père et que la pauvreté s'était abattue sur leur foyer. Anaïs sentit une vague de tristesse l'envahir, mais elle resta calme. Sa mère avait fait son choix, un choix cruel qui l'avait privée de l'amour et de la dignité. À cet instant, elle comprit que son devoir ne l'appelait pas vers celle qui l'avait trahi 2 fois, mais vers cet homme brisé devant elle, son père. Elle posa doucement une main sur son épaule et, d'une voix apaisante, lui dit « Père, je suis venu pour te ramener avec moi. Tu ne seras plus seul. » Alors, sans un regard pour ceux qui les observaient, Anaïs aida son père à se lever et, avec la force d'une fille remplie de pardon, elle le conduisit hors du village. Les villageois, bouche bée, observèrent cette scène, et une onde de regret traversa la foule. Certains baissèrent la tête, honteux de ce qu'ils avaient fait. En quittant le village, Anaïs sentit un poids s'envoler de son cœur. Elle avait affronté son passé, elle avait pardonné, mais elle ne reviendrait pas. Elle partait désormais pour une vie nouvelle, emportant avec elle son père, dernier lien à cette enfance brisée. Anaïs et son père, désormais fragiles et usés par les épreuves, avancèrent rapidement grâce au carrosse royal sur le sentier qui les éloignait du village. La forêt semblait les accueillir de nouveau, comme si elle reconnaissait sa fille prodigue et l'accompagnait dans ce retour vers une vie paisible. Les rayons du soleil dansaient entre les feuillages, et le murmure du vent dans les arbres leur rappelait la protection silencieuse que la forêt avait autrefois accordée à Anaïs. Il n'avait jamais imaginé retrouver un jour son enfant ainsi, paré de dignité et de grâce, telle une reine de la forêt. Alors qu'ils avançaient, il confia à Anaïs des souvenirs d'autrefois, des regrets qui lui brûlaient le cœur, cherchant à alléger le poids de sa conscience. Anaïs écoutait, son cœur rempli d'une compassion profonde, comme si chaque mot pensait une blessure ancienne, à la fois pour elle et pour lui. À mesure qu'ils approchaient du domaine royal, les gardes et les serviteurs vinrent à leur rencontre, saluant avec respect la princesse et son père. Anaïs l'installa dans une chambre chaleureuse, l'entourant des meilleurs soins, déterminée à lui offrir le repos et la sérénité qu'il n'avait jamais trouvé. Les jours suivants, elle passait des heures auprès de lui racontant sa vie au palais, sa rencontre avec le prince, et la beauté de la nature qui l'entourait depuis son enfance. Le père d'Anaïs observait la vie luxueuse et harmonieuse que menait sa fille, et son cœur se remplissait de fierté, mais aussi de mélancolie. Il savait que sa vie touchait à sa fin, que sa fille avait trouvé une existence bien au-delà de ce qu'il aurait pu lui offrir. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel de nuances dorées, il prit la main d'Anaïs et, d'une voix faible mais déterminée, lui dit « Ma fille, tu as transformé la souffrance en force, et de cet abandon, tu as fait un chemin de grandeur. Je n'ai pas été le père que tu méritais, mais aujourd'hui, je meurs en paix, sachant que tu as triomphé de tout ce qui te destinait à l'oubli. » Les larmes aux yeux, Anaïs serra la main de son père et lui répondit avec tendresse « Père, je t'ai pardonné il y a longtemps. Ce n'est pas l'abandon qui m'a façonné, mais l'amour et la sagesse que j'ai trouvés ici, dans la forêt et au palais. Va en paix, et sache que tu resteras dans mon cœur comme l'homme qui m'a donné la vie. » Quelques jours plus tard, dans le silence apaisé de la nuit, le père d'Anaïs s'éteignit, emporté dans un sommeil paisible. Anaïs veilla sur lui jusqu'à l'aube, honorant sa mémoire avec une gratitude profonde, reconnaissante pour cette réconciliation qui avait scellé leur lien. Après les funérailles, le prince la rejoignit dans le jardin du palais, où elle s'isolait pour trouver la paix au milieu des fleurs et des arbres qui lui rappelaient la forêt de son enfance. Il la prit dans ses bras, la rassurant de sa présence aimante et protectrice. Dans le royaume, le peuple la voyait désormais comme un symbole d'espoir et de rédemption. Sa bienveillance et son courage avaient inspiré un profond respect. Elle portait en elle l'âme d'une reine, sage et généreuse, et sous son influence, le royaume prospéra, comme si les esprits de la forêt l'avaient véritablement béni. Ainsi, Anaïs grandit encore en force et en sagesse, ancrée dans ses racines mais tournée vers un avenir radieux. Elle resta fidèle à ses valeurs, ne perdant jamais ce lien sacré avec la nature qui l'avait nourrie, et le peuple la chérissait comme une reine bienveillante, celle qui, malgré l'abandon et la douleur, avait su renaître et briller.